Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Analyse Hebdo, votre émission qui décrypte l'actualité sur Éclair TV, en compagnie de monsieur Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Je suis ravie de rejoindre cette aventure pour cette saison 2022-2023. Et comme à l'accoutumée, nous analyserons 3 sujets d'actualité pour mieux appréhender le monde qui nous entoure. Bonsoir monsieur Calixte. Bonsoir Joël, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Merci de nous être fidèles pour commencer une nouvelle session qui devrait, si tout se passe bien, nous conduire à l'analyse hebdomadaire et ce jusqu'à fin juin 2023. Tout à fait. Alors ce soir, nous avons sélectionné 3 sujets d'actualité locale précisément. On va d'abord parler de l'intérêt de l'évolution des institutions locales dans le contexte actuel suite à l'appel de Fort-de-France. Ensuite, nous analyserons la tourmente qui touche actuellement la municipalité de Terre-de-Haut pour enfin terminer par une analyse du contexte éventuel de réintégration du personnel hospitalier qui a été suspendu suite à un arrêté qui est tombé dernièrement. Alors, monsieur Calixte, on va démarrer par le tout premier sujet, si vous le voulez bien. Alors, pour aider un petit peu nos téléspectateurs à bien comprendre de quoi nous parlons, il me semble important de resituer un petit peu les choses. Rappelez-nous un petit peu ce qui a favorisé l'appel de Fort-de-France. Si on tient compte des éléments de contexte, il faut se rappeler que la Nouvelle-Calédonie s'est prononcée l'an dernier pour rester dans le cadre de la République française. La Nouvelle-Calédonie, c'est un titre particulier dans la Constitution qui doit être, puisque le référendum a opté pour le statut de lien avec la France, ce titre 13 doit disparaître. À partir de ce moment, il faudra remodifier, remanier, revisiter la Constitution pour intégrer l'autonomie très large de la Nouvelle-Calédonie avec bien évidemment les données constitutionnelles actuelles. Et voyant que cette perspective s'offrait à la Nouvelle-Calédonie, la Corse a dit mais nous sommes également intéressés sur le plan de l'autonomie de nous inspirer de ce qui sera fait pour la Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir revendiquer davantage d'autonomie. Il va sans dire que les départements français, des départements régions françaises, régis par l'article 73 et pour Saint-Martin l'article 74, ne pouvaient pas rester en reste, d'autant plus qu'ils sont en situation de conflit avec leur électorat, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et donc pour ne pas se faire dépasser par un processus qui de toute façon aurait imposé de nouvelles évolutions constitutionnelles avec des incidences sur nous, ils ont préféré prendre les devants, signer l'appel de Fort-de-France et dire mais d'accord pour la Nouvelle-Calédonie, d'accord pour la Corse, mais ne nous oubliez pas. Donc on est aussi intéressé par la modification de nos rapports avec la France. Voici, si vous voulez, les éléments de contexte qui ont été le fait générateur de l'appel de Fort-de-France. C'est important. Alors, parlons un petit peu des enjeux autour de cet appel. Quels sont-ils en ce qui nous concerne? Les enjeux sont doubles. En fait, les élus doivent gérer un paradoxe. D'un côté, de toute façon, et le président de la République l'a annoncé, il y aura une modification des institutions. La loi 3DS, déconcentration, décentralisation et simplification, a été votée, différenciation, pardon, a été votée au mois de février dernier. Et de toute façon, il va y avoir des modifications des institutions, mais également des modifications dans les compétences. Donc d'une manière ou d'une autre, si nous n'anticipons pas, c'est ça le paradoxe, nous avons peur, peut-être nous avons, quand je dis nous, les élus sont très prudents et frileux de vouloir entrer dans une démarche pédagogique d'explication au niveau de la population, mais si nous perdons du temps, de toute façon, l'enjeu, c'est que ce que l'on ne veut pas prendre comme initiative, eh bien, cela nous sera imposé par la modification de la Constitution. Donc l'enjeu est tout simplement d'anticiper ce qui nous sera imposé, de telle sorte que lorsqu'il y aura des impositions normatives, donc par la loi,
au moins des revendications qui sont celles de la domiciliation du pouvoir puissent être, et nous verrons dans quelles conditions, puissent être intégrées de toute façon dans la loi. D'accord. Vous semble-t-il pertinent de lancer ce débat dans le contexte actuel? Il faut voir le problème, en tout cas la problématique à deux niveaux. Du point de vue de la légitimité politique, les élus sont en difficulté. Force est de constater que par rapport à des éléments, mais ça nous l'avons suffisamment développé au cours de nos éditions précédentes, face à une dégradation de la qualité de la vie, les élus doivent faire cette gymnastique intellectuelle qui consiste à dire nous voulons davantage de pouvoir, mais en même temps de démontrer à la population, puisqu'ils ont eu des compétences qui n'ont pas été forcément efficientes, tout à fait, de démontrer à la population que des évolutions puissent amener, en tout cas, à ce que les politiques publiques soient beaucoup plus performantes. Et vous savez que pour l'instant, ce n'est pas très facile. C'est le moins que l'on puisse dire. Monsieur Baptiste, le député de la 2e circonscription, s'est exprimé hier et il se disait à titre personnel en faveur d'une assemblée unique. Mais il précisait toutefois que bien sûr la décision appartenait au peuple. Je le cite. Qu'est-ce qui pourrait favoriser la consultation à l'échelle locale? Comment cela se mettrait en place? Il y a deux niveaux de réponse. Le premier, il y a d'abord les étapes. Quand on parle d'assemblée unique ou de collectivité unique, comme c'est le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, il y a, me semble-t-il, deux étapes préalables. La première, c'est que l'État français s'est lancé dans une procédure de simplification des normes. C'est-à-dire que les administrés que nous sommes, lorsque nous faisons une démarche administrative, un permis de construire ou quelle que soit la démarche, nous sommes en train de plier sous le poids d'un certain nombre de paperasses qui font que parfois ça dégoûte bon nombre d'initiatives, y compris en ce qui concerne le monde de l'entreprise. Oui. Donc, il y a un processus de simplification des normes qui est lancé au niveau national et les élus ont tout à gagner à réfléchir en se posant la question, mais quelle simplification supplémentaire il faudrait pour la Guadeloupe eu égard, par exemple, à nos particularités. Je voudrais rappeler, juste à titre d'exemple, que lorsqu'un maire dépose une demande de plan local d'urbanisme, et l'urbanisme, on sait combien il est important, en tout cas elle, en tant que logique ou bien en tant que fait, l'urbanisme pour les différents administrés, eh bien, un plan local d'urbanisme est confronté à 11 normes de compatibilité et 2 normes de prise en compte. D'accord. Vous comprenez très bien qu'adopter un plan local d'urbanisme devient un véritable parcours du combattant et souvent pour qu'il soit adopté, il faut l'avis des services de l'État et lorsqu'il est adopté, en tout cas lorsqu'il est approuvé, entre l'intention initiale et l'intention réelle, il y a un grand décalage. Donc première question et première étape qui peut se faire dans l'immédiat, quelle simplification des normes pour la Guadeloupe? Il y a maintenant une deuxième étape. Si nous avons autant de difficultés dans les politiques publiques, 2 cas de figure se présentent, 2 hypothèses. Soit que nos élus n'ont pas été à la hauteur, mais on ne peut pas désespérer du genre humain en espérant, en tout cas en postulant que nous avons voté pour des personnes qui n'étaient pas à la hauteur, même si on peut leur reprocher le clientélisme électoral. Deuxième cas de figure, soit qu'ils n'avaient pas les outils en tant que compétences pour leur permettre d'être plus efficaces. Il faut donc très rapidement qu'à côté de cette logique de simplification, que soit résolue cette deuxième étape qui consiste à se poser la question, mais quelles compétences supplémentaires il nous faut pour qu'on soit plus performant et dans quel domaine? Par ailleurs, quel pouvoir de dérogation, on voit ce qui se passe pour les soignants, quel pouvoir de dérogation on peut avoir par rapport à la loi ou au décret, oui, de manière à ce que des dispositions qui sont inadaptées et disproportionnées à la réalité de l'outre-mer, en tout cas à la réalité de la Guadeloupe, puissent être effectives. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et c'est vrai que c'est une étape qu'il faut enclencher rapidement. Ce n'est que dans un troisième temps qu'on peut envisager
l'évolution des institutions, à savoir supprimer le département et la région et avoir une collectivité unique, ou alors comme le propose Christian Baptiste, on laisse le département, on laisse la région, mais au lieu d'avoir des conseillers généraux, des conseillers départementaux, il y a tout simplement une assemblée unique pour les deux. Mais ça, ce n'est que dans un troisième temps, quand les deux premières étapes de la simplification et de la clarification des compétences est effective. Enfin, quatrième étape, après l'évolution des institutions, c'est l'évolution statutaire. Alors, par rapport à votre question, il fallait que j'intervienne sous ces explications. Pour la simplification, pas besoin de consulter la population. Ça peut se faire par la loi. C'est le cas de la loi 3DS. D'accord. Simplification. Pour la clarification des compétences, pas besoin de la consultation de la population. L'acte 2 de la décentralisation, la loi d'août 2004 et plus récemment la loi Noutré, ont donné de nouvelles compétences aux différentes collectivités sans qu'il n'y ait eu consultation de la population. Troisième étape, je voudrais rappeler que le projet de loi Noutré avait prévu de supprimer le département et que si la procédure parlementaire n'avait pas dévoyé l'esprit de la loi Noutré, eh bien, écoutez, nous n'aurions plus eu de département, il n'y aurait eu qu'une seule collectivité majeure, c'est la région. Rien ne dit que, par exemple, la prochaine modification constitutionnelle n'ira pas dans ce sens. Il n'empêche que si on veut modifier le processus délibératif, à savoir qu'on veut supprimer le département, la région, ou qu'on veut supprimer les deux assemblées, là, on touche le processus délibératif et là, il faut une consultation de la population. Une consultation par le président de la République qui, dans le cadre d'un décret, convie les électeurs. Et dernière étape, bien évidemment, le changement de statut. Et dans le changement de statut, ça veut dire qu'on dit que la loi, en tout cas certaines dispositions de la loi, ne s'appliquent plus dans des domaines bien précis qui auront été définis dans le cadre d'une loi organique. Autrement dit, on quitte l'identité législative où les lois s'appliquent in extenso avec bien sûr des possibilités de dérogation ou d'habilitation. Et là, on est vraiment dans un cadre où la loi ne s'applique plus parce que le domaine ou les matières en compétences ont été complètement transférées. Et là, il faut bien évidemment de la consultation de la population par décret présidentiel. Donc en réalité, et pour nous résumer, il y a des étapes qui peuvent être atteintes rapidement. Et si ces étapes sont atteintes rapidement, me semble-t-il qu'il y aura une meilleure efficience des politiques publiques. Et lorsqu'il y aura un retour de confiance entre l'électorat et les élus, ce qui peut se faire dans les 2-3 ans qui viennent s'il y a des réalisations effectives, à ce moment-là, on envisage l'évolution des institutions, a fortiori, même si je n'y crois pas beaucoup, eu égard à la méfiance de la population, une évolution statutaire. D'accord, on n'y est vraiment pas donc. Passons ensemble au deuxième sujet. Je vous en prie. Alors, pour ce deuxième sujet, nous allons analyser ce qui se passe à Terre de Haut, parce qu'actuellement, la municipalité est touchée par une situation plus que délicate. Qu'est-ce qui a mené à cette tourmente? Me semble-t-il qu'il y a eu deux faits générateurs. Le premier, c'est que pour battre l'ancien maire Louli Bourbon, un certain nombre de ses colistiers, lors de la dernière campagne électorale, se sont associés à Hilaire Boudet. C'est par exemple le cas de la première adjointe, d'ailleurs, qui entre-temps a démissionné. C'est le premier élément. Donc il y a eu une majorité composite dont on sait combien ça peut représenter quelques fragilités en termes de cohésion dans le processus de décision. Premier élément. Et le deuxième élément, il y a eu quelque chose de plus factuel, à savoir que le maire a délivré une AOT, une autorisation d'occupation temporaire à quelqu'un qui est très proche de lui et dans des conditions qui, semble-t-il, ne respectent pas la légalité en termes de procédure. À partir de ce moment, il y a eu des démissions en cascade. Et il y a vraisemblablement une arrière-pensée qui consiste à vouloir faire de nouvelles élections à Terre de Haut. Mais que dit le droit par rapport à la tenue de nouvelles élections, justement? Alors, le droit reste quand même
relativement ambigu, même si entre-temps les choses ont évolué. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va se référer aux articles 270 du Code électoral et aux articles L 21, 21.4 du Code général des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque la démission d'un conseiller municipal en exercice est connue sans équivoque, donc qu'il n'y a pas de doute ou d'ambiguïté concernant cette démission, c'est le suivant qui siège. Et c'est là où le problème de droit vient. Le suivant siège. Mais si tous les membres de la liste démissionnent, il n'y a plus de suivant. Tout à fait. Et c'est là où il y a une différence entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les deux articles que je viens de citer. Sauf qu'il dit que pour que le suivant démissionne, il faut que le précédent ait été installé. Vous comprenez très bien qu'il soit installé dans le cadre de conseil municipal. Le maire qui peut en faire 4 par an, ben ça peut durer 6 ans, finalement, l'intégralité du mandat. Effectivement. Et le Conseil d'État, par contre, a une autre interprétation. Et j'invite les téléspectateurs à vérifier la décision du 21/11/2012, c'est la 362-032 du Conseil d'État. Et qu'est-ce qu'elle dit dans son 9e considérant? Elle estime qu'à partir du moment où la liste entière a démissionné et que ces démissions sont sans équivoque, eh bien, on peut considérer qu'il y a concomitamment, c'est le terme qui est utilisé, démission de l'intégralité de la liste. Ça veut dire que, par exemple, à Terre de Haut, l'opposition a 4 sièges. Si l'intégralité de la liste démissionne, eh bien, Hilaire Bouidet se retrouve avec 15 conseillers municipaux. Il peut continuer à siéger. Pourquoi? Parce que le droit dit que pour qu'il y ait de nouvelles élections, il faut qu'il y ait un tiers de conseillers qui ne soient plus remplaçables. Compte tenu qu'il y en a 4, et pour revenir à Terre de Haut, il faut qu'il y en ait 7 qui soient démissionnaires. Pour l'instant, il n'y en a que 4. Eh bien, il y a des tractations, ce qui a commencé dans la liste d'Hilaire Bouidet, pour que d'autres conseillers maintenant de sa majorité démissionnent, de telle sorte qu'il se retrouve dans une situation d'avoir au moins un tiers d'absents, mais il faut que ce soit ses propres colistiers qui démissionnent et qui ne soient plus en mesure de pouvoir remplacer, de manière à provoquer de nouvelles élections à Terre de Haut. Donc, ce n'est pas facile, puisqu'il faut reconnaître que tout dépendra pour l'instant de la capacité d'Hilaire Bouidet à pouvoir stabiliser une majorité, sachant qu'il a déjà 4 démissions. Mais que ces 4 démissions, dont la première adjointe, mais que ces 4 démissions ont déjà été remplacées, il ne lui reste plus beaucoup de marge de manœuvre. Il suffit qu'actuellement 4 autres membres de sa liste démissionnent pour que l'on refasse les élections à Terre de Haut, puisque le conseil municipal ne sera plus possible de le pourvoir sur la base d'un tiers des sièges. Est-ce que vous pensez que cette déstabilisation, cette tentative de déstabilisation a des chances d'aboutir? Écoutez, par rapport à la procédure que je viens d'évoquer avec vous, je ne sais pas quelle est la capacité de l'actuel maire à pouvoir assurer la cohésion de sa majorité. Donc c'est vrai que ce n'est pas très facile, puisqu'on l'a vu par rapport à la communauté la Riviera du Levant, où Cédric Cornet a été confronté à ce problème, et jusqu'à présent, écoutez, ce problème de démission en cascade et de remplacement, il faudrait vraiment que l'opposition de Terre de Haut arrive à convaincre encore 4 conseillers municipaux de la majorité du maire pour qu'on se retrouve dans une situation où l'on fasse de nouvelles élections. On verra quelle est la capacité d'Hilaire Bouidet à pouvoir obtenir dans une tourmente qui de toute façon ne va pas forcément lui faciliter la tâche, d'autant plus que le conseil municipal a la possibilité de pouvoir le pousser dans ses derniers retranchements. Il suffit de ne pas voter le budget. Très bien. Et si le maire n'a pas de budget, il n'est plus ordonnateur, avec le risque, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne peut pas non plus signer les salaires des employés. Voilà, c'est pas sans risque.
Effectivement. Très bien, merci pour ces éclaircissements. On passe maintenant au troisième sujet du soir, au sujet du personnel hospitalier suspendu. Alors, sujet ô combien délicat. Madame Maïté Hubert-Mtoumo, la secrétaire générale de l'UGTG, à la suite de l'ordonnance du 26 août, l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Basse-Terre, qui a suspendu la suspension d'une aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe pour cause de rétroactivité illégale, elle a estimé que cette ordonnance pouvait avoir une portée jurisprudentielle et favoriser la réintégration de tout le personnel suspendu. À cela, M. Laurent Legendard, le directeur de l'ARS, a signifié qu'il ne pouvait y avoir de négociation localement sur ces conditions de réintégration. Et en ce moment, il y a une espèce de statu quo entre ces deux positions. Ce serait intéressant avec vous de revenir sur le litige. On va rappeler un petit peu les faits pour décrypter tout cela. Oui, alors concernant les faits, et vous verrez que il faudra faire la preuve que les deux cas d'espèce sont identiques, ce qui n'est pas toujours évident. Alors concernant les faits, il y a une aide-soignante dont le salaire a été suspendu au début d'année et qui se serait, je dis bien se serait, puisque ça a été contesté par le CHU qui du reste a fait appel. Ça a été contesté par le CHU, se serait vu notifier sa suspension plusieurs mois après l'effectivité de la suspension du salaire. Ça veut dire qu'elle a découvert sur son compte qu'elle ne touchait plus, tout simplement parce qu'elle avait été suspendue. Donc, l'état du droit, il y a ce qu'on appelle le principe de sécurité juridique. À savoir que si il y a un acte qui vous fait grief, qui vous pose un préjudice, un arrêté de suspension qui a des conséquences au niveau du salaire, il doit vous être notifié avant que ces effets puissent être effectifs. Autrement dit, vous devez avoir été informé avant par un arrêté que vous serez suspendu et que ce n'est que parce que vous avez cette connaissance de la suspension que l'arrêté peut être effectif. Alors pourquoi il y a le principe de sécurité juridique et qu'il ne peut pas y avoir de rétroactivité, ce qu'a rappelé le tribunal? C'est que si vous voulez vous défendre, l'acte qui vous fait grief, vous devez pouvoir, d'une part, en avoir été informé avant, donc principe de la connaissance acquise. Deuxièmement, cet acte doit notifier à la fois les délais de recours et la juridiction compétente et son siège pour pouvoir effectivement être entré en application. Donc ce cas qui a été soumis à la sagacité du juge était autour de la question suivante: est-ce qu'il pouvait y avoir ponction salariale en tant que personnel suspendu en ayant reçu son arrêté de suspension postérieurement? Et le tribunal a dit non, il ne peut pas y avoir de rétroactivité puisqu'il y a le principe de sécurité juridique, l'acte doit être pris avant. Le tribunal, il faut dire que le CHU n'a pas été d'accord avec cette notion de rétroactivité. Alors je n'ai pas eu accès aux mémoires en défense que le CHU a envoyé à la Cour administrative d'appel de Fort-de-France, mais dès que je l'aurai, si c'est possible, à ce moment-là, nous y reviendrons. Pour revenir maintenant donc aux soignants, pour qu'ils puissent s'appuyer sur l'ordonnance, ce qui n'est qu'une ordonnance, il faudrait qu'ils fassent la démonstration qu'il y ait eu pour les suspendus privation de salaire alors même que l'arrêté de suspension n'a pas été en possession des suspendus. Et donc faire valoir la rétroactivité, et sur cet aspect rétroactif, effectivement, il est possible, si c'est effectif, de trouver un biais par lequel le tribunal administratif, dans le cadre de sa propre jurisprudence, puisse dire, s'il lui est démontré qu'il y a eu suspension, en tout cas salariale, avant notification de l'arrêté de suspension,
s'appuyant sur sa propre jurisprudence, effectivement, donner gain de cause au personnel suspendu. Maintenant, ça ne peut être que pour un problème entre guillemets, de forme et de rétroactivité. Ça ne peut pas être un problème de fond sur la non-pertinence, en tout cas la méconnaissance des dispositions de la loi de 2021, puisque malheureusement, et il faut être objectif, c'est une loi. Cette loi a prévu un décret. Seul un processus législatif ou réglementaire peut amener à modifier les prescriptions de la loi. Et donc, je sais que les élus de la LIOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire, un groupe à l'Assemblée, font le forcing pour qu'il puisse y avoir une procédure parlementaire accélérée de manière à remettre en cause cette loi qui, en tout cas, pose problème parce que nous avons plusieurs dizaines de pères et de mères de famille qui, depuis maintenant près d'un an, sont sans salaire, ce qui, sous le plan humain, pose des problèmes dramatiques. Et c'est vrai que personne n'est insensible à ce genre de situation que nous n'aimerions aucun d'entre nous vivre. Et les élus cherchent, par le biais de la baisse des contaminations en Guadeloupe, alors qu'en France, elle a explosé de manière exponentielle. 42% en l'espace de 2 semaines. Donc il y a un combat à mener. Il peut être administratif si la preuve est faite que les prélèvements des suspendus, en tout cas les suspensions salariales, sont intervenues avant les notifications administratives. Mais le combat, me semble-t-il, il est surtout législatif pour qu'il puisse y avoir une véritable évolution dans la capacité à pouvoir déroger, et en particulier concernant la particularité de la Guadeloupe. Donc il faut attendre, puisque ce problème dure maintenant depuis une année, et moi je crois davantage en la démarche parlementaire qu'en la démarche au niveau de la juridiction administrative. Voilà, il faut attendre, mais je répète, personne ne peut rester insensible à une situation qui est dramatique sur le plan humain concernant des femmes et des hommes qui n'ont fait aucune faute et qui pourtant se retrouvent sanctionnés au motif que leur statut prévoit un certain nombre de vaccins et qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir assumer ces vaccins. Or, on a bien vu que même lorsqu'on prend 3 doses de rappel, maintenant on est invité à la 4e dose. Donc, non, si vous voulez, il y a quelque chose qui, entre la doctrine visant à suspendre au motif qu'ils sont soignants, donc ils ne peuvent pas transmettre la maladie, et la réalité de l'effectivité, de l'efficacité du vaccin, il y a un tel décalage qu'on peut comprendre que certains d'entre nous soient frustrés. Alors, nous ne sommes pas tous des spécialistes du droit. On aimerait quand même comprendre la décision du juge pour ce cas particulier. Le juge, si vous voulez, au vu des éléments qui lui ont été transmis, s'est appuyé sur le principe de la connaissance acquise. Il a estimé que les personnes, en tout cas, avaient intérêt à agir d'une part, et que le grief tenait à ce que ces personnes n'ont pas pu se défendre. Pourquoi? Parce que si la personne, en tout cas suspendue, avait eu connaissance, conformément à la procédure, elle aurait immédiatement fait un recours gracieux par rapport au directeur de l'hôpital, voire un recours hiérarchique par rapport au ministère de la Santé, et aurait pu se défendre. Mais au-delà même de l'aspect salarial, le juge s'est appuyé sur le fait que la personne n'a pas eu les moyens de pouvoir se défendre et que par conséquent, elle n'était pas dans une situation de sécurité juridique qui lui donnait toutes les prérogatives, en tout cas toutes les capacités à pouvoir réellement faire valoir ses moyens. Et à partir de ce moment, le juge, en tout cas dans le cadre de cette ordonnance, a suspendu. D'accord, ça c'était pour un cas précis. Maintenant, aidez-nous à comprendre la demande de Mme Maïté Mtoumou. Elle milite pour que cette ordonnance ait une portée jurisprudentielle, donc qu'elle puisse vraiment toucher tous les personnels suspendus. On a bien vu, le directeur de l'ARS
lui, il est catégoriquement contre. Expliquez-nous un petit peu les tenants et aboutissants de ce conflit, entre guillemets. Oui, mais ce conflit ne peut pas être résolu par l'ARS, à savoir que ni par le directeur de l'hôpital lui-même directement. Pourquoi? Ce sont des fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Et à partir du moment où ils sont hauts fonctionnaires, ils ont une feuille de route. Et dans cette feuille de route, il ne peut pas y avoir, en tout cas il ne leur a pas été donné la possibilité de déroger par rapport au droit, en tout cas dans ce cas d'espèce. À partir de ce moment, aussi bien l'ARS que le directeur de l'hôpital ne pourront, me semble-t-il, pas pour l'instant, en tout cas de leur propre initiative, entre guillemets, faire grand-chose. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est de transmettre au niveau national les revendications et la spécificité, avec la seule différence que la Guadeloupe n'est pas le seul département où il y a du personnel soignant qui refuse de se faire vacciner. Et comment justifier d'une dérogation guadeloupéenne qui ne serait pas, alors même qu'on est dans l'identité législative et réglementaire, qui ne serait pas applicable dans l'Hexagone, alors que là, ce n'est pas une question de spécificité, c'est une question tout simplement de droit. Donc, je reste persuadé que la solution de ce problème se situe sur le plan législatif et réglementaire et que, écoutez, nos députés doivent continuer à sensibiliser le ministère de la Santé sur la nécessité de relâcher, en tout cas, les prescriptions qui sont appliquées. Maintenant, est-ce que, parce que Mme Mtoumo veut aller plus loin, elle veut non seulement la réintégration, mais demande à son tour la rétroactivité au niveau des préjudices. Ça veut dire qu'on donne à ces personnels leur salaire dès le premier jour où ils ont été suspendus. Donc c'est pour vous dire que c'est une affaire qui est partie dans un combat difficile et qu'il faut attendre voir comment elle évolue. Très bien. Ça se fait à 3 millions d'euros d'après ce que j'ai lu. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de nous être fidèles. Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles au rendez-vous. On se retrouve tous les vendredis soirs à 20h sur Éclair TV, la chaîne qui va au fond des sujets. Merci encore.